Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Niklas of the Las. On s'est trouvé sur les commentaires YouTube et ainsi que sur le Discord depuis quelques semaines maintenant. Il travaille dans les commodities depuis maintenant une dizaine d'années. Il a fait plusieurs expériences, notamment dans des banques systémiques telles que HSBC, BNP Paribas, encore Natixis. Il a travaillé dans le secteur et il travaille aujourd'hui dans le trade finance, qui est une technique de paiement et de financement et de sécurisation des échanges internationaux. Bonjour à toi Niklas, et je vais te laisser te présenter très rapidement. Bonjour Hermès, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Donc comme tu l'as dit, depuis plus d'une dizaine d'années, donc je travaille donc dans le trade finance, qui est en fait donc comme tu l'as bien dit, une technique de paiement, de financement et de sécurisation donc, des échanges internationaux. J'ai travaillé donc dans plusieurs banques, dans plusieurs secteurs d'activité avec différents types d'entreprises. Donc j'ai commencé dans des entreprises qui faisaient du textile, des industries aussi, et donc depuis un certain nombre d'années maintenant sur les matières premières. Très bien. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'était de rappeler en réalité un petit peu au niveau de tous ces mouvements de marché, et notamment au niveau des commodities. Je suis actuellement sur le site Boursorama et on voit des évolutions avec le gaz naturel qui prend une semaine plus de 100%, le café qui a explosé, le WTI notamment. Et l'idée, c'était de reprendre un petit peu le contexte, notamment géopolitique, par rapport aux matières premières, de prendre un petit peu de recul et de faire intervenir un professionnel du secteur pour essayer de nous donner un peu plus de vision et un peu plus et prendre un peu plus de recul, c'est clairement le mot, par rapport au marché. Est-ce qu'on peut avoir des corrélations ou pas par rapport au marché à risque, comme le S&P 500, comme le Nasdaq, ou éventuellement comme les cryptoactifs? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien ou des mécaniques qui se répètent dans des phases d'euphorie, dans des phases de crise? Et c'était un petit peu l'idée, tout simplement. Est-ce que tu peux juste nous dire très rapidement, Niklas, comment t'es tombé dans la crypto-monnaie, dans le monde de la crypto? Comment t'es venu à investir dans la crypto plutôt que de rester en fait concentré sur ce que tu maîtrises le mieux, j'imagine, tout ce qui est commodities et matières premières et le fret? En fait, je tombais dans la crypto-monnaie un petit peu comme tout le monde au final. En regardant des vidéos YouTube, on m'intéresse un petit peu aussi à cette nouvelle technologie, la blockchain. Blockchain qui d'ailleurs prend de plus en plus de place sur les technologies de paiement et de sécurisation auprès des banques. Mais la crypto-monnaie est aussi, je dirais, une sorte de valeur refuge par rapport aussi à nos monnaies qui souffrent de l'inflation. On ne sait pas si notre épargne va en pâtir. On a une inflation qui augmente de manière très accentuée. Donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers les crypto-monnaies et que en investissant sur le long terme, j'espère faire fructifier mon capital. En fait, c'est pas tant dans une démarche de trading que dans une démarche d'investisseur D'accord, que donc je me suis lancé là-dedans. en fait, t'as trouvé un petit peu la stratégie de 4 rois, t'es tombé sur la chaîne YouTube, tu te dis c'est à peu près ce qui me ressemble le plus et ce que j'aimerais redécouvrir, et pourquoi pas trouver une nouvelle approche sur les cryptoactifs plutôt que le trading pur au niveau des margins, au niveau des dérivés, au niveau des longues et des shorts, etc. Plus sur du moyen long terme, Exactement. voire très long terme. Tout à fait. D'ailleurs, moi, je me refuse à me lancer sur ces marchés futurs. Je reste sur du spot. J'investis en DCA. Et voilà, je suis quand même le cours. Je m'y intéresse. J'essaie quand même de m'intéresser aussi aux ICO, aux altcoins aussi. Mais je me refuse à faire des shorts ou des longs. C'est quelque chose que j'estime que je maîtrise pas assez, qui est risqué. Donc moi, c'est voilà, comme je l'ai dit, c'est tout simplement en tant qu'investisseur que je me lance là-dedans Oui, sur du long terme. et surtout, je le répète souvent dans les vidéos des rois, du Bitcoin, on a souvent une famille, on a souvent un métier qui est déjà extrêmement chronophage, on a des loisirs, et on peut pas en fait se permettre aujourd'hui de rester des heures derrière les écrans et essayer de trouver des setups de trading sur des toutes petites timeframes, parce que c'est tellement chronophage et le rendement, et je le dis très régulièrement dans les vidéos des rois, qui va en fait en découler sur les 3, 4 ou 5 prochaines années, et sans commune mesure inférieure à si on faisait juste du DCA, notamment sur des marchés croissants comme le Bitcoin qui a depuis son premier jour a toujours été croissant en réalité, de faire du DCA sur quelques cryptoactifs avec une stratégie type zone de rechargement d'achat long terme, etc. et de rouvrir entre guillemets son wallet d'ici 5 ans et d'ici 10 ans, qui nous aurait finalement permis de continuer notre carrière professionnelle, de nous occuper de notre famille, de faire des vacances, des voyages, etc. Et ça c'est super important et c'est clairement ce que j'essaye en fait de vous témoigner et de témoigner au niveau de la chaîne YouTube, c'est en réalité
la meilleure stratégie, bien évidemment, c'est la vôtre, mais les investisseurs et les holders long terme sont souvent récompensés sur les marchés financiers. Merci pour cette introduction, merci pour tout ce qui est partie crypto-monnaie. On va rentrer un peu plus dans le vif du détail. Est-ce que tu peux concrètement nous parler de ton métier? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi à peu près ta journée type? D'accord. Alors, ma journée type. En fait, donc je travaille dans le trade finance, donc comme tu l'as bien défini. Qu'est-ce que c'est? C'est un schéma où on va sécuriser des échanges internationaux. Où d'une part, on va avoir un exportateur, d'autre part, un importateur. Donc, quelles sont les principales problématiques pour ces acteurs? Pour l'acheteur, ça va être de devoir s'assurer de la conformité de la marchandise qu'il a commandée auprès de différents fournisseurs. Et pour le fournisseur, sa principale préoccupation sera bien évidemment la solvabilité de son acheteur. Donc, nous, ce qu'on va apporter en tant que partenaire financier, ça va être ces deux aspects. Le risque de solvabilité va pas être porté sur l'importateur, mais donc sur sa banque. Et d'un autre côté, nous allons nous assurer que ce que exporte donc le vendeur est conforme aux attentes de notre acheteur. Donc ça se matérialise par des lettres de crédit, des fois par d'autres types de produits financiers. Les lettres de crédit sont quand même très prisées sur les marchés parce que ça apporte cette qualité et cet aspect sur mesure pour les échanges. Donc là, je parle de tout type de produits, tout ce qui peut venir de Chine, du Bangladesh, que ce soit les textiles ou alors que ce soit de l'industrie beaucoup plus pointue, comme on peut retrouver en Europe centrale et en Europe du Nord. Et donc, il y a également le marché donc des matières premières, ce dans quoi je travaille depuis plus de 5 ans maintenant. Donc en fait, pour résumer de Donc, façon très simple, c'est en fait tu as un acheteur, quel qu'il soit, une très grosse entreprise, une institution, on peut reparler par exemple des achats des masques très massifs en Chine, etc., avec un acheteur et un vendeur devant, donc une corrélation, et toi tu es en tant qu'institution financière, tu fais ce relais de la transaction entre ces deux gros géants, entre le vendeur et l'acheteur en réalité, de façon très simpliste. tout à fait. Ok. Tout à fait. Et d'ailleurs, la particularité quand même de ce produit, c'est que on va pouvoir proposer des recours et un financement pour notre acheteur, qui lui n'est peut-être pas en possibilité de pouvoir payer immédiatement. Donc, on va lui offrir un délai, un recours de 60, 90 jours. D'accord. Et au vendeur, pour le coup, lui, il peut se faire financer même avant l'exportation de sa marchandise, s'il a un besoin de trésorerie impérieux. Ah d'accord, ok, donc tu fais en fait, toi en tant que banque, en tant qu'institution, tu fais en fait les avances de frais entre guillemets, si on parle un petit peu particulier quoi. En fait, c'est vraiment du sur-mesure et d'ailleurs Ok. les montages financiers très complexes quand c'est pour de l'industrie de pointe. J'ai fait des montages de centrales électriques dans certains pays ou alors des parcs téléphoniques en Asie. Là, on a une phase d'expédition, une phase de montage, une phase de formation, une phase donc de livraison. Et en fait, on fait sur mesure, on répond sur mesure aux besoins, que ce soit donc en matière logistique, on accompagne la logistique et les besoins en financement et en fonds de roulement de ces entreprises. D'accord. Donc, que ce soit pour l'acheteur qui va avoir besoin de recours financiers pour pouvoir décaisser plus tard et un besoin de financement immédiat pour l'exportateur. D'accord. Si on reste simple, je prends un exemple assez bête. J'ai quelque chose à acheter à quelqu'un et je suis une entreprise, une très grosse entreprise, donc des montants sont extrêmement importants pour les acheter en Chine ou en Amérique. Et je passe par la blockchain Bitcoin et je paye en Bitcoin. Il n'y a pas de tiers de confiance. Là, à ce moment-là, ton institution serait le tiers de confiance. Et j'avais souvenir qu'on travaillait avec le système SWIFT. Est-ce que tu peux nous en parler et notamment faire une toute petite bifurcation par rapport à ce qui se passe en Russie ou la situation en Russie qui est en train de se faire couper de ce système international de paiement? Est-ce que ça peut être une bonne idée pour eux? Et on l'entend depuis quelque temps que si c'est pas entre guillemets le rouble ou si mes factures sont pas payées en rouble, et ben à ce moment-là ce sera pourquoi pas en Bitcoin. Est-ce que c'est du fun? Est-ce que c'est des choses qui sont prises au sérieux? En tout cas par de grandes institutions, c'est relativement bien pris au sérieux. Donc d'un point de vue extrêmement schématique, sans parler des paiements à 90 jours, etc. C'est je paye comptant, on a une transaction entre deux personnes. On passe par le système suisse, donc par un tiers de confiance, tel ton institution ou d'autres institutions financières, bien évidemment, sur ce système de paiement, ou éventuellement, je passe par la blockchain Bitcoin sans un tiers de confiance pour réaliser ma transaction. Est-ce que tu peux me parler de ça, éventuellement l'impact que ça a actuellement au niveau de la Russie, parce que c'est ça qui est en fait cette corrélation vis-à-vis des matières premières aujourd'hui.
à faire se peut au niveau des conflits géopolitiques et guerres qui se passent actuellement à l'est de l'Europe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu très rapidement par rapport à ce système SWIFT et éventuellement l'impact que ça peut avoir sur les matières premières par rapport à ce conflit en Russie? Pour le coup, c'est vraiment deux mentalités, deux façons de voir qui s'opposent entre Swift et la blockchain, je dirais, de manière générale. En fait, Swift, donc, c'est un système de messagerie et d'ordre authentifié interbancaire. Les banques ne vont pas seulement s'envoyer des fonds, mais ils vont aussi s'envoyer des ordres. Là, j'évoquais par exemple les lettres de crédit pour les échanges de flux internationaux. En fait, ce sont des ordres qui vont reprendre des termes de contrat, par exemple, et qu'on va authentifier par messagerie Swift. Mais contrairement à la blockchain, Swift, c'est quelque chose de centralisé et qui va répondre à tout un tas de critères législatifs, contrairement à la blockchain. Et d'ailleurs, l'intérêt aussi de Swift pour la plupart des acteurs du marché, c'est aussi de pouvoir effectuer des contrôles AML, donc anti-money laundering, qui est la lutte anti-blanchiment d'argent. Chose j'ai cru comprendre récemment qui est adoptée qui allait être mis en place sur les wallets. Mais là, pour le coup, sur Swift, c'est quelque chose qui est sous l'autorité, sous l'égide d'institutions, contrairement à la blockchain qui est totalement décentralisée. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que pour le coup, la Russie a un intérêt à passer par la Bitcoin plutôt qu'à passer par Swift? Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a une adoption quand même assez de masse, que ce soit par les gestionnaires d'actifs que par les institutions politiques. On le voit, bon, bah, pour reprendre l'exemple du Salvador et peut-être du Brésil, je crois, mais sans certitude. Donc peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont mesuré les intérêts sur du court terme ou sur du long terme, puisque bon, il y a quand même une certaine volatilité avec le Bitcoin ou les autres cryptos. Tout à fait. Est-ce que ça peut pas être exactement la même chose? Est-ce que c'est pas peut-être dans ce sens-là aujourd'hui que la Russie ou que les pays qui veulent faire des échanges internationaux veulent se diriger? Et pour revenir par rapport à l'Europe, parce que c'est vrai que c'est en train de passer et on le voit de plus en plus sur les réseaux par rapport à cette réglementation vis-à-vis de la blockchain et des cryptoactifs, ils ont bien compris, et ça c'est plus un secret pour personne, que contrôler Bitcoin et contrôler la blockchain Bitcoin et éventuellement d'autres blockchains décentralisées sera impossible pour eux. Néanmoins, ils peuvent, entre guillemets, contrôler le particulier ou contrôler celui qui détient le portefeuille, en somme le wallet. Et c'est ça qu'ils sont en train d'entre guillemets encadrer. Tu ne pourras plus avoir entre guillemets ton wallet, ton cold wallet ou ton wallet froid, ton wallet extérieur, mais tu pourras détenir un wallet dans un échangeur qui sera éventuellement contrôlé par l'AMF, par les marchés financiers, etc. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il y en a qui disent que c'est souvent une mauvaise chose. Je peux penser que c'est peut-être une bonne chose qui permet en fait de faire venir un nouveau public par le biais de la sécurité qu'il pourrait y avoir sur ces wallets qui seraient détenus et centralisés par un tiers de confiance. Que ce soit un État, que ce soit une banque centrale, que ce soit une banque commerciale, etc. Est-ce que tu peux peut-être, toi, nous en dire plus par rapport à ça, par rapport à ta vision? Ou est-ce que peut-être que je dis un peu Oui, n'importe je quoi, suis je ne sais d'accord. pas. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Déjà, ça crédibilise aussi quand même ce marché quand même qui est tout à fait nouveau, récent et qui est encore en phase d'adoption et de démocratisation. Mais pour en revenir aussi un petit peu sur la Russie et la question du SWIFT, en fait, c'est un peu un sujet sans être un sujet, car actuellement, seules les petites banques en fait sont sous exclusion SWIFT. Les plus grosses banques comme Gazprom Bank ou la Sberbank sont toujours dans le réseau. Et d'ailleurs, elles continuent de recevoir leurs fonds comme ça, et elles continuent aussi d'honorer leurs contrats vis-à-vis de l'Occident aussi, hein, également. Donc, pour le moment, la question SWIFT, elle est pas, c'est un sujet un peu en suspens. C'est un peu comme une épée de Damoclès pour eux, mais bon, qui vraisemblablement aura du mal quand même à aboutir. Parce qu'on voit bien avec l'histoire du gaz en Europe. Enfin, voilà. Je pense pas que dans l'immédiat, il y a une vraie menace sur D'accord. l'exclusion de SWIFT. Ce qui est intéressant. Voilà, que la situation en Syrie, en Iran, ça a commencé ensuite le problème de l'Ukraine a commencé en 2014. Mm. On a ensuite eu le Covid. En fait, les marchés des matières premières n'ont jamais été autant soumis à autant de tensions que depuis ces 10 dernières années, qui est normalement les matières premières un marché qui devrait être stabilisé par les acteurs, notamment par les acteurs du marché physique. C'est vrai que j'ai tendance à penser aussi que le marché a toujours tendance à se rationaliser, surtout pour ce type de biens-là. On peut pas spéculer to the moon pour des produits pétroliers.
Le baril, il pourra jamais prendre $1 000. C'est pas concevable aujourd'hui de revendre un baril à $1 000. On va le reprendre Donc, d'ailleurs, hein, je mets sous les yeux, hein, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent au niveau du WTI. On est repassé sous la barre des 100 dollars. Beaucoup pensaient qu'on allait retrouver, et beaucoup en fait de nos politiques que j'écoute de temps en temps nous parler d'un baril au-delà des 140, 170, voire 200 dollars avant la fin de l'année 2022. Est-ce que toi tu partages cette idée-là en tant que professionnel des commodities? Est-ce que tu penses que ça va relativement ça va entre guillemets revenir plus ou moins à la normale dans les prochaines semaines, prochains mois? On voit qu'il y a des structures qui commencent à se montrer. Moi, je suis très structure et je pense que la technique est toujours en avance par rapport au fondamental. Est-ce que tu partages ça? On est repassé au-dessus de 100 dollars. Est-ce que imaginer un baril dans un excès entre guillemets final à 200 dollars, 250 dollars est envisageable, ou est-ce que finalement pas nécessairement? il y a énormément de facteurs et franchement, il faut vraiment être très prudent pour avoir la prétention de se dire, est-ce que le baril va atteindre les $200? Peut-être, mais peut-être pas. C'est pas la première fois que le baril atteint d'ailleurs les $150, hein, on les avait atteints en 2008. Pour autant, le prix du litre de gasoil n'avait pas dépassé les 2 euros. Donc, Mhm. qu'est-ce qui va définir le prix in fine? Il va y avoir le coût de production. Donc déjà, il y a le cartel de l'OPEP qui se réunit, qui se met d'accord pour fixer un coût global sur, enfin, le prix de vente du baril en fonction Mhm. de l'ajustement de leur production. Va y avoir ensuite tous les négociants. Va y avoir la qualité du pétrole aussi. Par exemple, si vous achetez du pétrole américain qui est dit non conventionnel, et ben, il n'aura pas la même qualité que du pétrole qu'il y a au Moyen-Orient. Et donc là-dessus, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des ajustements de prix. Comme on est sur un marché standardisé, dit fongible, eh ben, il y a des standards qui doivent être appliqués. Et s'ils répondent pas à ces critères, il y a ce qu'on va appeler des pénalités ou des premiums en fonction de la qualité du produit. Donc ça aussi, ça va définir le prix de notre marchandise. Ensuite, on va évidemment avoir le marché de l'offre et de la demande. On va avoir le contexte international. Lorsqu'il y a une crise comme on la connaît là aujourd'hui, où on est en train de se dire, OK, je vais exclure la Russie de mon marché, de mon périmètre d'achat des matières premières. Lorsqu'on l'exclut, on va acheter auprès de qui au final? On va acheter auprès d'un nombre limité de pays. Mais la Russie, c'est pas la première fois. On avait déjà exclu l'Iran aussi. La Fed, la Banque fédérale américaine, disait à l'époque, nous, Tout on à veut pas que fait. nos dollars financent le terrorisme. Et Tout là, à fait. aujourd'hui, ils veulent pas que leurs dollars financent finalement un pays qui a des intérêts contraires aux leurs. On peut retrouver on aura peut-être un retracement du prix du baril. En fait, il y a tellement de facteurs, et pas que sur le pétrole, hein, sur tout type de matières premières. On évoquera aussi le nickel peut-être tout à l'heure. Mais Euh, allons-y, mais allons-y, parce qu'en fait, est-ce qu'il y a un effet de ricochet par rapport à l'augmentation des Brent, par rapport à l'augmentation du gaz? Est-ce que ça répercute automatiquement, ou c'est complètement, entre guillemets, anecdotique de trouver en fait un nickel que personne ne s'y attendait partir en fait dans la stratosphère? On va remettre le nickel d'ailleurs, qu'on a stoppé, hein, d'ailleurs, il y a plus de 3 semaines maintenant, on a complètement stoppé et levé en fait le cours du nickel. Donc aujourd'hui on s'est stabilisé, alors je crois qu'on est stabilisé aux alentours des 61 000 dollars au niveau de la tonne, mais je crois que j'ai vu quelques trucs passer aux alentours des 50 000 ou 25 000, je ne sais plus trop. Aujourd'hui, on peut plus trader le nickel entre guillemets. On a stoppé la cotation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que est-ce que on pouvait entre guillemets l'anticiper, pas le prédire, mais l'anticiper comme un effet de ricochet par rapport à l'ensemble des commodities? On parlerait aussi du café parce que le café a pris plus de 200% d'augmentation en l'espace d'un mois. On peut parler du blé également qui a pris une augmentation de plus de 150%. Est-ce que tout ça en fait, on pouvait éventuellement l'anticiper de façon pas forcément rationnelle, mais c'était en fait envisageable, ou est-ce que c'était complètement imprédictible? Est-ce que tu as un avis là-dessus? alors, de manière générale, bon, les matières premières, hein, quelles qu'elles soient, elles ont une forme quand même de corrélation. Que ce soit les métaux, que ce soit les softs, enfin donc tout ce qui est issu de produits agricoles et les oil and gas, donc, produits pétroliers et gaz naturel. Il y a quand même une forme de corrélation. Si on regarde de manière générale. Après, en ce qui concerne le nickel, qu'est-ce qui s'est passé donc en ce début de mars? On a un acteur en Chine, une entreprise qui s'appelle Tsingshan, qui allait en fait, qui avait acheté, qui comptait en fait acheter énormément de nickel auprès de la Russie, Russie qui est la première réserve de nickel au monde. Et il comptait donc le raffiner et mettre ensuite ce nickel sur le marché. Et en fait, comme ils comptaient augmenter leur production au cours de l'année 2022,
Ils s'attendaient à une baisse massive du prix. Donc, ils ont shorté le marché sur des contrats futurs. Et Intéressant. avec la crise ukrainienne, et donc cette exclusion de la Russie sur les marchés, eh ben, le prix a commencé à s'emballer, et eux, ils n'avaient pas couvert leur position. Donc eux qui sont sur le marché physique n'avaient pas couvert leur position avec du papier, et puis finalement, ils se sont retrouvés à subir un short squeeze. Le marché s'est emballé, et eux, ils ont voulu couvrir en rachetant, en rachetant, en rachetant, et le prix bah, s'est envolé autour des 110 000, 100 000, 100 000 euros, dollars la tonne, je crois. C'est du jamais vu. C'est jamais vu. Mais là, Donc c'est je qu'un dirais effet, qui est le... pour toi, c'est un effet purement spéculatif, en réalité, cette augmentation. Oui, Il n'y oui. a pas Mais en fait, on a réellement... besoin des Ouais. contrats futurs. On a besoin des contrats futurs sur les matières premières, car les négociants qui vont acheter ou revendre leurs produits, ils ont besoin d'avoir un prix psychologique vers lequel se diriger. Généralement, le marché, donc bon bah là en l'occurrence pour le nickel, c'est l'organisateur du marché, c'est la LME, la London Metals Exchange. Ils sont censés encadrer ça. Car quel est l'intérêt du marché d'un organisationnel? C'est de pouvoir faire en sorte que personne ne fait défaut. Que lorsqu'il y a une partie gagne 100, bah voilà que celle qui perd finalement soit quand même solvable. Là, Tsingshan, quand ils se sont fait squeezer par cette hausse, ils n'avaient pas du tout la liquidité. Je crois qu'on parle quand même d'une perte sèche sur ce marché de l'ordre de 3 milliards de dollars. D'accord. Donc évidemment, aucun acteur sur le marché, que ce soit donc sur le marché physique ou sur le marché papier, n'était en mesure de pouvoir n'était solvable. Et d'ailleurs, sur les marchés des matières premières, on est obligé de passer par des brokers sont censés en fait sécuriser nos transactions. Donc, ils prennent une initial margin qui sert de garantie, et puis ben, en fonction du cours sur les contrats futurs, et ben, ils font des margin calls. Il faut savoir que tous les négociants qui achètent les produits ont des services de trading qui servent en fait à baquer leur prix de vente sur le physique en achetant du papier. Pour le pétrole. Donc, le pétrole est chargé à bord d'un tanker. Un tanker, grosso modo, ça peut transporter entre l'équivalent de 600 000 et 1 200 000 barils de pétrole. Mhm. Lorsque le tanker est chargé, il va se dire, donc souvent c'est sous location, par l'intermédiaire donc d'un négociant initial qui va acheter la marchandise. La marchandise, en fait, elle va être achetée et revendue 5, 6, 7, 8 fois, en fait, au cours du voyage du tanker. Et le tanker, quand il va commencer à partir, à quitter la plateforme offshore ou le port, il sait pas encore où est-ce qu'il va aller, quelle est la destination finale. Donc, généralement, on va définir une zone géographique, comme le nord-ouest de l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. On va définir une zone géographique, mais en fait, le tanker ne sait pas encore où est-ce qu'il va aller. Et il va aller au gré du transfert de propriété de la marchandise. Donc, il y a des négociants qui se connaissent tous très bien sur la place, hein, qui se Bien sûr. revendent la marchandise en faisant leur marge et qui, in fine, vont revendre leurs produits à ce qu'on va qualifier les majors. Donc les majors, ça va être des grandes entreprises comme Total, comme Eni, comme Shell, qui vont s'occuper non seulement bah, du marché négoce, mais aussi du raffinage et Mhm. en même temps de la distribution. Donc ces négociants vont attendre une hausse pour pouvoir remettre cette marchandise à disposition sur le marché. Et là, D'accord. pour le coup, c'est purement spéculatoire. Je reviens Mais juste on est sur sur le ce marché physique. Je reviens juste sur ce que tu viens de dire par rapport à ces tankers qui ont plusieurs millions de barils à l'intérieur. Effectivement, pendant la crise de Covid, on a retrouvé au niveau des contrats à terme des contrats négatifs, notamment sur le Brent, à moins 30 dollars ou moins 25 dollars au niveau du baril, du prix du baril, ce qui était juste dingue. Mais en fait, en réalité, il y avait quand même des tankers qui étaient en train de naviguer pour aller livrer leur pétrole chez Total, etc. Mais finalement, plus personne n'en voulait à ce moment-là. Plus personne n'en voulait. Non, non, en effet, à l'issue à l'issue de la crise Covid, en fait, toutes les zones de stockage ont été pleines à craquer. Et finalement, tous ces tankers ne savaient plus où décharger car les zones de stockage auprès des ports, en fait, étaient déjà pleines. Et donc finalement, ces tankers ont servi eux-mêmes de zone de stockage. Tout à fait. Ils sont restés en fait au bord des côtes. Donc c'est ce qu'on appelle des navires flottants en fait. Ils servent juste de stockage et ils errent sans savoir où aller en attendant d'avoir un port qui leur dit, OK, vous pouvez venir livrer votre marchandise à tel endroit. Et d'ailleurs, les compagnies de production comme Aramco qui produisent du pétrole se font retrouver avec des barils, des centaines de milliers de barils
et dont ils savaient pas quoi faire. Parce qu'en fait, personne ne pouvait leur prendre. Le... Et en fait, c'est là qu'on peut voir aussi la corrélation entre la croissance des pays et Mhm. leur utilité avec les matières premières, avec l'importation de pétrole. Un pays comme la Chine va devoir importer énormément de pétrole parce qu'avec le pétrole, on peut faire du naft. Le naft, donc, c'est tous les produits pétrochimiques plastifiés pour pouvoir transformer, pour pouvoir produire leurs marchandises. Et nous, pays occidentaux, on a besoin du pétrole pour importer et pour pouvoir consommer. Car ce sont nous qui consommons le plus, ce sont nous qui profitons le plus de la mobilité. Donc voilà, en fait, notre croissance est intimement corrélée avec notre besoin en matières premières. Et d'ailleurs, la crise du Covid, donc, l'a clairement montré. Le crash Covid qu'on a connu a littéralement fait chuter les prix des matières premières, parce il y avait plus de demande à ce niveau-là. Mes clients se sont retrouvés avec beaucoup de pertes, mais à côté de ça, bon, on a dû réajuster notre offre financière vis-à-vis d'eux. Donc, au lieu de leur proposer donc des, des, des acomptes, des escomptes sur leurs actifs. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement des emprunts de trésorerie. On s'est ajusté à leurs besoins en fonds de roulement pour qu'ils puissent passer cette crise de la meilleure des manières qui soit. Dernière question, est-ce que tu vois et tu entrevois un ruissellement au niveau de ce qui nous intéresse le plus en réalité, dans toute cette technologie blockchain, toute cette technologie des cryptoactifs, dans une forme ou pas de décentralisation, venir en fait tranquillement s'imposer au sein des institutions financières? Est-ce que toi, par exemple, dans ta banque aujourd'hui, sans pour autant la citer, ou dans tes différentes expériences au niveau des institutions financières, tu entends parler qu'il y a déjà des innovations blockchain qui commencent à rentrer doucement dans une réflexion au niveau de ces échanges internationaux, au niveau des paiements, pour pas forcément pour se dédouaner de Swift, parce qu'on y est, je pense, extrêmement loin, mais est-ce que tu connais peut-être, ou est-ce que tu as entendu dire des choses comme ça, par rapport, pas forcément des lettres internes ou des trucs comme ça, mais voilà, est-ce qu'en tout cas aujourd'hui, des grandes institutions financières s'y intéressent réellement? On sait que Société Générale travaille aujourd'hui avec Tezos, on sait que Goldman Sachs, on sait que que JP Morgan possède des bitcoins. Est-ce que toi tu le vois par rapport à tes banques systémiques, que ça commence vraiment à rentrer, mais pas forcément d'un point de vue spéculatif, mais plus vraiment d'un aspect utilitaire? Est-ce que tu le vois ou tu le vois pas du tout? Alors, tout à fait, tout à fait. Alors bon, je le vois pas au quotidien parce que je suis pas, enfin, je l'ai vu qu'une fois parce qu'on a eu pour une opération sur un achat de pétrole avec des négociants, on est passé par par un système de blockchain. Donc on était sur un proof of concept et on avait voulu tester cette solution-là. Il existe plusieurs types de blockchain, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas encore une adoption de masse sur un réseau particulier qui fait que toutes les banques peuvent se retrouver autour d'un seul et même réseau, à l'image aujourd'hui de Swift, qui est une référence de messagerie interbancaire. Oui, alors concernant cette adoption donc de blockchain et de cryptoactifs, oui, oui, clairement, je crois, il y a la HSBC qui a investi dans le XRP, donc qui est une solution de paiement hein, aussi, donc décentralisée. Tout à fait. Ils ont investi également, je crois, ils ont acheté des lands chez Sandbox aussi. C'est- Sandbox qui a énormément la cote hein, d'ailleurs, hein, puisque je crois que Casino, Carrefour, énormément d'entreprises, même Oui, françaises, Atari, sont. tout s'y met. D'ailleurs, on peut y revenir, mais il y a une petite photo, je vous la mettrai, une petite photo en fait avec tous ceux qui détiennent dans Sandbox, c'est très marrant. Et tout le monde s'y met effectivement. Alors aujourd'hui, je le prends plus moi comme de la communication entre guillemets, mais est-ce que pour le coup, eux, ils ont une idée derrière la tête et ils veulent de la partie, clairement. Aujourd'hui, toutes ces banques-là et toutes ces institutions veulent de la partie, c'est une certitude quoi. Ouais, clairement. Et puis je pense que voilà, ça contribue à cette adoption de masse de cet univers de crypto-actifs, de métaverse, de blockchain. Et c'est très intéressant. C'est de bon augure, je pense, pour nous. Formidable. Je trace ma petite zone de rechargement éco parce qu'on parle
de XRP, c'est éventuellement une bonne zone pour éventuellement encadrer des achats parfaitement rationnels sur XRP, si ça peut en intéresser certains. XRP est une crypto un petit peu décriée, c'est un petit peu l'antithèse de la décentralisation et du Bitcoin, mais qui aujourd'hui est extrêmement appréciée par les institutions, notamment financières. Et on le dit souvent, et je tends à le répéter au quotidien dans les vidéos des rois du Bitcoin, c'est qu'en fait, la blockchain et l'approbation et l'acceptation de cette technologie passera aussi par la centralisation, par une forme de sécurisation. Il faut vraiment essayer d'imaginer, et encore une fois, c'est que très personnel, mais je pense que centralisation égale sécurité et égale garantie pour des petits portefeuilles qui découvrent en fait cette technologie. En réalité, quand on détient du Bitcoin, si on perd nos mots-clés, on le sait, il faut mettre des doubles notifications, le mettre sur un exchange, c'est compliqué, parce que si l'exchange se fait hacker, se fait pirater, on n'est pas certain de récupérer notre argent qui se trouve actuellement en Lituanie, ou qui se trouve actuellement à Singapour, ou qui se trouve actuellement je ne sais pas trop où. En réalité, je pense pour une acceptation de masse, ça tendrait à venir notamment par la centralisation, et on sait qu'XRP aujourd'hui, c'est un petit peu l'antithèse de cet imaginaire de Satoshi Nakamoto qui voulait un monde un petit peu anarchiste d'un point de vue financier pour pouvoir en fait être son propre maître réellement et de prendre sans pour autant passer par un tiers de confiance, mais en réalité Bitcoin est un tiers de confiance mais complètement décentralisé. Mais dans cette idée-là pour moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu me le diras, Nicolas, est-ce que aujourd'hui de plus en plus de blockchains tendront à être entre guillemets centralisées pour justement faire accepter cette garantie et cette sécurité, sans parler de wallet, etc. Et que demain, en réalité, beaucoup de personnes vont s'en détacher pour arriver dans Bitcoin. Et c'est le réel ADN et le réel socle, entre guillemets, de cette technologie, c'est probablement Bitcoin en réalité. Est-ce que tu es à peu près d'accord avec ça ? Ou est-ce que tu penses que non, pas du tout, on ira plutôt vers 100% de décentralisation, on en a marre de système, etc. C'est quoi ton avis là-dessus ? Et on finira là-dessus. En tant que professionnel du secteur financier, je partage plutôt ton avis sur ce que tu disais initialement. Il faut quand même savoir que, évidemment, dans l'idée, dans l'esprit de la blockchain, cette décentralisation, ce côté anonyme où tout le monde peut tout faire, où tout est ouvert, c'est beau. Mais il faut savoir que dans le milieu financier, dans le milieu de la criminalité, c'est quelque chose qui nous laisse toujours un petit peu sur la réserve. Ces contrôles AML, bon, tout le monde y voit comme une forme de flicage, mais dans la vraie vie, et ça je le vois quand même assez régulièrement, c'est que on a quand même des entreprises criminelles et souvent terroristes qui cherchent à blanchir leur argent. Et cette forme de contrôle dans AML, elle a quand même son utilité parce que elle permet de s'assurer que les fonds qui transitent sur toutes ces plateformes ne vont pas servir à fomenter un attentat ou un trafic de drogue ou de la pédocriminalité. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et malgré tout, c'est quand même là l'essentiel. On peut pas laisser un marché s'autoréguler parce qu'en fait, tout seul, il ne se régule pas. Et on a pu le voir d'ailleurs avec la LME, la London Metal Exchange, avec le nickel. Il n'a pas répondu à son devoir de régulateur. Ça a fait n'importe quoi. Il y a eu un short squeeze et le marché s'est trouvé en rade. Là, si on ne régule pas un minimum le marché le circuit de la blockchain, on va se retrouver avec des acteurs de tout type et qui n'auront pas forcément des intentions bienveillantes. Et nous, quand on achète du Bitcoin, on n'a pas envie que notre fiat serve ensuite à financer des intérêts qui sont contraires aux nôtres. Tout à fait. Tout à fait, je comprends tout à fait. Ça me fait penser d'ailleurs à Bittrex par rapport au Bitcoin quand tu parles de régulation. Au niveau du crack Covid en mars 2020, le 12 mars 2020, on a tendu en fait à penser que Bitcoin, et vous retrouvez un article là-dessus, je vous le mettrai en description de sa vidéo, que Bittrex aurait pu en fait envoyer Bitcoin à $0 par rapport à ces successions de liquidation de longues en cascade, et c'est à peu près ce qui s'est passé pour le nickel, mais à ce moment-là dans un short squeeze, sans précédent certes, et ça aurait pu très bien se passer, mais à l'inverse sur Bitcoin, et retrouver un Bitcoin à $0, pour ceux qui étaient, pour ceux qui a vécu ce moment-là. Binance avait coupé sa plateforme, Bittrex avait coupé sa plateforme, je crois que Bitfinex également avait coupé sa plateforme pour arrêter les ordres, tout simplement. Parce que sinon, en réalité, Bitcoin serait allé s'écraser à zéro. Tout simplement. Donc quelque part, ils ont sauvé le marché. Quelque part, ils ont sauvé le marché. Dès lors,
et ça sera le mot de la fin, peut-être que ces exchanges-là, d'une forme de centralisation, parce que lorsque vous avez de l'argent dans un échangeur et votre échangeur préféré, que ce soit Crypto.com, Bittrex, Binance, etc., ils ont bien évidemment ce devoir d'ajuster les prix en permanence par leurs billets de liquidité, par les market makers, pour garantir un prix par rapport à différents exchanges, mais ils ont aussi cette capacité de sauver ce marché, même si initialement, c'était entre guillemets, de leur propre fait d'avoir en fait probablement provoqué cette chute-là, par rapport à des dérivés qui étaient juste délirants, et on le voit très bien sur le nickel, on l'a vu sur les commodities en ce moment, notamment sur le café, notamment sur tout ça, on l'a vu sur Discovery, on l'a vu sur Vips aussi par rapport à ces family office, qui en fait font de charge squeeze complètement délirant, mais on aurait très bien pu retrouver un Bitcoin à zéro, et il est vrai que on parle souvent des dérivés, on parle souvent que c'est des baleines et des requins qui viennent nous dégommer notre stop, etc. Mais sans les dérivés, et sans les contrats futurs, les contrats rewards ou les options, en fait, Bitcoin ne serait pas là aujourd'hui. Si on était resté que sur du spot, Bitcoin ne serait absolument pas là aujourd'hui. En réalité, les dérivés sont en fait une aubaine aujourd'hui pour le monde des cryptoactifs, même si aujourd'hui, bien évidemment, c'est à 90% entre guillemets pure spéculation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, très peu de tokens, très peu de blockchains ont une réelle utilité dans le quotidien de nous particuliers ou au niveau des entreprises. Même si on y vient, je le répète très régulièrement, on est au début de quelque chose et je pense qu'on n'a pas idée de l'évolution de cette technologie dans les 10 ou 15 prochaines années. On a l'impression que c'est beaucoup, mais en réalité, 10 ans, c'est bien après, enfin c'est beaucoup plus court par rapport à la crise de 2008, et je pense que nous on se rappelle très bien de la crise de 2008 au niveau de cette crise de subprime, et finalement on est bien après. Donc si on refait ce même temps-là, et si on regarde par rapport à 2008, par rapport au S&P 500, le Nasdaq, c'est des évolutions complètement constantes, alors qu'on vit dans la peur aujourd'hui, on vit dans cette forme de décroissance, de récession, de crise systémique, de crise sans précédent, que depuis 2012, pour ceux qui regardent qui sont sur les marchés financiers depuis 2011-2012, c'est là où je me suis commencé à moi très fortement m'y intéresser. Je suis rentré et je n'ai vu aucune différence par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans une bulle systémique sans précédent, on va avoir un crash pire que 1929, et ça, déjà en 2011-2012, on le voyait déjà. Parce qu'il y avait le quantitative easing au niveau de la Banque Centrale Européenne, parce que tout ça, et aujourd'hui en réalité, à vivre à côté et à regarder le train passer, on ne saisit pas ces opportunités, et pourquoi pas éventuellement, parce que c'est un peu ça l'idée. En réalité, je pense que sur cette technologie, sur les blockchains, comme ça on revient un petit peu on dévigue un peu de notre sujet, mais je pense que c'est important, le bon moment, en réalité, il est probablement tout le temps. En réalité, peut-être que le bon moment est en réalité tout le temps, puisque l'objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, et au long terme, il est très probable qu'en fait, on se retrouve peut-être dans 5 ou 10 ans, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, bien évidemment, il aura nécessairement son rôle à jouer, XRP, dans tout ce magma. Ça reste une big capitalisation depuis les 5 dernières années. Il est jamais sorti, entre guillemets, du top 10. On a, bien évidemment, des excès avec Dogecoin, qui a été récupéré par Elon Musk, et qui rentre dans ce top 10 qui est complètement dingue. Bien évidemment, il y aura des exceptions. Il y aura des coups d'éclat, au même titre que le nickel est un coup d'éclat aujourd'hui sur les commodities, mais il y en aura d'autres. Ça reviendra entre guillemets à la normale, et peut-être que les bons challengers d'aujourd'hui seront les GAFAM de demain au niveau de la cryptoactif. On finira cette vidéo là-dessus, on dépasse les 45 minutes. Je te remercie infiniment, Nicolas, pour ton temps et pour ton expérience. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec toi. On continue à échanger bien sûr sur le Discord au niveau parce que tu es bien évidemment un membre expérimenté, donc si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, il ira les regarder, et éventuellement sur le Discord pour échanger avec lui. Merci infiniment pour ton temps, je te souhaite une excellente continuation, à très vite sur les Discord. À bientôt, je te laisse le mot de la fin. Ciao la communauté, et à bientôt sur le Discord.